Les aléas du direct, la deuxième partie, on essaie de retrouver un peu nos esprits avec des infos pas contradictoires, mais qui nous arrivent, cher Jean, notamment du côté du football. Bah oui, écoutez, après Antoine... C'est le téléphone rouge? Oui, orange. Ah, téléphone rouge, mais ça fait plus rire J'ai personne, pas les trois barres. Allez-y, l'info rapidement. Non, mais écoutez, après Diogo Maradona, Antoine Campoiré, maintenant on parle de Philippe Montagnier comme entraîneur de Montpellier. Philippe Montagnier, il a été gardien de but, il a été formé à Caen, il a entraîné Valenciennes, il a entraîné la Real Sociedad, il a travaillé avec Robert Nouzaré, ce qui rend l'information plus ou moins crédible, puisque Robert Nouzaré est un vieil ami de Louis Nicolas. Donc c'est pas mais ça reste à confirmer parce que information la plus vous savez crédible. bien que Louis Nicolas n'a rencontré personne, oui, mais que tout le monde veut venir à Montpellier. Donc, de toute façon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, ça fait un prétendant de plus. On n'avait pas trop évoqué son nom jusque-là. Pas du tout. Ah. Pas du tout. Mais on doit être au 7e ou 8e quand même. Hein. Ouais, et ça fait beaucoup rire Louis Nicolas 17e de nous ou 18e. entendre parler de qui entraînera Montpellier alors que lui, visiblement, le sait. Loulou se marre. Bon, ben ça c'est bien. Allez, Mathieu Pesson nous a rejoint sur ce plateau. Raphaël Pirette encore avec nous. Et Rémi Sodadier. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi ce sont ces trois-là qui sont avec nous ce soir? Oh, j'ai une petite idée. Ils sont habillés en bleu. Ils sont habillés en bleu parce que... C'est la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, comme ça. C'est pour qu'on les reconnaisse pas quand ils nagent. Et parce que ils sont tous les trois sélectionnés en équipe de France et ça nous fait bien plaisir, n'est-ce pas, Raphaël? C'est une belle première pour le Montpellier Water Polo. Oui, ça nous fait bien plaisir. Oui. Ouais, c'est une première, alors pas pour Mathieu, s'il va nous le raconter. Pour vous? Pour aucun de nous trois, en fait. Pour aucun de vous trois. Mais c'est votre comeback. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est le comeback des trois. Des trois. Rémi n'a pas trop eu ce problème parce que ça va, quand il était à Nice, il était encore avant de se blesser, mais on va il dire était un peu sélectionné, lui. Ouais, on va dire que Raphaël et moi avons mis terme à notre carrière française. Le jour où on a signé à Montpellier, donc. Et ça, c'était avant. Ça fait 4 ans. Avant. Ça, c'était avant. C'était avant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu du changement à la tête de l'équipe de France de water polo. Je vois pas comment ça peut être autrement. C'est exactement ça. Le sélectionneur Petar Kovacevic, entraîneur de Marseille à l'époque, et on va dire manager entre guillemets des équipes de France, qui était un peu Monsieur Crouzia, qui était manager de Marseille à l'époque aussi, voilà, ont été démis de leurs fonctions et maintenant c'est l'ancien entraîneur de Noisy, le SEC, Florian Brouzot, qui est maintenant en charge et en tête de l'équipe de France de water polo. Et donc, pour lui, la carte de France comprend Montpellier. Bah maintenant, c'est clair pour lui. Enfin, de l'entretien que j'ai eu avec lui, autant que Raph que Rémi, hein, il a été très clair avec nous. Lui, c'est les 13 meilleurs Français seront sur la liste. Et le reste, il s'en fout. Il veut pas de copinage, pas de... Même si... Mais soyons pas, on va dire, crédules. Il y en aura, quoi qu'il arrive, il y en a toujours eu. Donc... Bah parce qu'il y a des affinités entre le sélectionneur et ses joueurs. Mais en revanche, il n'est pas en charge d'un club en ce moment. Non, il est complètement libre. D'ailleurs, je crois que vraiment uniquement le sélectionneur à l'équipe nationale. Je crois que j'ai jamais vu autant de sélectionneurs assister à autant de matchs de championnat de France depuis qu'il est sélectionneur. Mais le water-polo français se dans les piscines professionnalise et ça, c'est une bonne nouvelle. Restez avec nous, on enchaîne quelques instants avec les titres. Marlène. Marlène, le comeback, on attend toujours Rémi Cabella, mais en tout cas Marlène, elle est là et bien là pour nous parler notamment des ZSP et de celle de l'UNEL. Oui, un premier point a été fait aujourd'hui au bout de 6 mois sur la zone de sécurité prioritaire de Moguio-Lunel. Et ce qu'on peut dire en quelques mots, c'est qu'on peut noter de nets progrès en matière de lutte contre les cambriolages. Mais en revanche, ce qui est inquiétant, c'est une hausse des violences gratuites aux personnes. Donc les violences dites crapuleuses sont en baisse, mais pas les violences gratuites. C'est notamment dans les familles que ça se passe de plus en plus souvent, malheureusement. Et puis, le Gard se mobilise pour les otages français au Niger. Oui, le Gard se mobilise à nouveau. Un nouveau soutien aux 4 otages français retenus au Niger depuis le 16 septembre 2010. Ça faisait 900 jours, très précisément samedi. Et à cette occasion, une banderole a été déployée sur le fronton des Halles à Nîmes. On y voit les 4 hommes enlevés par l'organisation ACMI, donc Pierre Legrand, Thierry Deul, Marc Ferré et le gardois Daniel Larib, une marque de soutien qui intervient alors qu'au Mali voisin, la France est engagée dans une offensive militaire contre des islamistes armés. Et puis, en présence de Françoise Larib, donc, qui a été détenue 5 mois elle aussi par ses
preneurs d'otages. Et puis on reste dans le Gard. Je rajoute des mots, c'est pour ça, par rapport à tout à l'heure. Alors Pardon, va-t-elle s'arrêter? Jamais. Jamais. Et puis on reste dans le Gard avec la présentation des cartels de la prochaine Feria d'Alès. Non, c'est pas ça? C'est ce qu'on m'a noté là. Oui, c'est ce qui était prévu, mais il y a eu du changement. Non, mais perpétuel mouvement, Normalement, nous avons Rémi Cabella. Je vous préviens, chers amis téléspectateurs, normalement, c'est ce qui était prévu. Alors, les cartels Alès ont bien été dévoilés ce matin, donc ce sera... On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure dans le journal, en effet. Mais là, on va revenir sur la jeune start-up montpelliéraine qui a créé une boisson énergisante à partir du pain de singe. C'est le fruit du baobab, donc c'est Jean Brun qui est spécialiste du baobab. Et ce jus se commercialise depuis peu. L'aventure dépasse les frontières. Mathieu est pas mal aussi en baobab. Ah, ça, je sais pas. Plus en bambou. On est bien parti. Voilà. Voilà, c'est tout là. Si, parlez-moi de la météo. On va parler de la météo. La météo. Bon, du nuage et des soleils malgré le printemps qui approche. Et non, il a plu ce week-end, mais jamais en semaine en fait. Voilà, c'est ça. Jamais quand nous on peut l'annoncer. Voilà, du coup, je me renouvelle pas vraiment. Il fait plutôt beau, quelques nuages. Le matin, il fera entre 4 et 6 degrés sur l'Hérault et le Gard. Personne ne m'écoute. L'après-midi, on attend entre 13 à Béziers, 14 à Montpellier et 15 à Nîmes. Voilà. Bon, merci beaucoup, pas très beau, truc très important. Vous voyez la météo, c'est que tout à l'heure dans le journal, il y a un sujet sur la possibilité de mettre des pneus neige sur nos voitures. Voilà, tout à fait. Ça fout la trouille, ça. Ça fout la trouille. Allez, Marlène, tout à l'heure pour un journal complet, sérieux, sans la dispersion des aléas. C'est à 19h30. On revient au sport et au water-polo avec quand même une journée de championnat. C'était ce week-end, cher Jean. Exactement. Et Montpellier rencontrait 7 pour son derby habituel. Alors, il rencontrait 7 après avoir perdu en Ligue des Champions face aux Hongrois de Szeged. Et les Sétois étaient venus voir Montpellier face à Szeged, peut-être pour essayer d'y trouver des recettes. Mais au final, ils ne les ont pas trouvés parce qu'ils ont encore perdu 11-7. Ça devient régulier et systématique, Raphaël, oui. La défaite de 7 face à vous? Pas systématique, parce qu'ils sont quand même bien accrochés. On a quand même très très bien commencé le match. C'est un de nos meilleurs débuts de match. Vraiment, on mène très rapidement 5-0, avec beaucoup d'actions, enfin, avec un peu tout le panel des buts qu'on pouvait mettre, et ça fonctionne très bien. Et ensuite, un gardien en or aussi. Bien sûr. 12 arrêts pendant la rencontre, c'est pas courant quand même dans votre sport. Ouais, non, il est très très bon, vraiment. On sait qui est-ce qu'on a derrière, mais tout le monde a vraiment bien joué sur ce début de match. Après sur le reste, c'était plus on a bien géré. J'ai trouvé qu'on a bien géré malgré quelques décisions d'arbitrage qui nous ont un peu surpris. Mais après, on va pas résumer le match à ça. 7, c'est bien défendu quand même. Mathieu, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on parle water-polo, on parle systématiquement de la problématique de l'arbitrage? Ça va pas contribuer à se faire mieux voir ça, comme par hasard. Je vous présente Mathieu, ex-sélectionné en équipe de France. Non mais pourquoi on en parle? Jusqu'à ce soir. Parce que c'est un sport très difficile à arbitrer, parce qu'il y a une partie qu'on ne voit pas, c'est certain. Ou est-ce que parce que il y a une vraie problématique d'évolution et de formation, comme tous les sports les traversent. C'est pas propre au water-polo. Je pense que ça vient surtout de ça, ça vient surtout d'un problème de formation, d'évolution, de suivi et de contrôle surtout, parce qu'on voit que, enfin moi j'étais surpris que des personnes, on va dire non avisées, même s'ils viennent souvent voir les matchs de polo, on va dire à l'après-match dans le coin d'Iapi, de beaucoup de personnes qui m'ont dit que la différence entre le match de Ligue des Champions qu'on a eu samedi et l'arbitrage qu'on a eu était mais aux antipodes, quoi. Pourquoi? Parce que samedi dernier, il y avait un délégué de l'ALN qui est là, qui surveille, et que les arbitres qui étaient présents sont habitués aux matchs internationaux et on va dire à tout ce qui peut se passer à la pression qu'il peut y avoir autour du match. Exactement, à la pression et à tout ce que, on va dire, le panel de fourberie que peut avoir un poloiste en termes de coups, en termes d'agressivité, en termes de... Oui, voilà. Et il n'y a pas des caméras sous l'eau? Mais il y a plein de choses. Qu'au niveau international, qu'au JO, il n'y a qu'au JO contre les caméras sous-marines, excusez-moi. Voilà. Et au niveau français, il faut savoir qu'on a un réel problème, c'est ça, un problème de formation. On va dire qu'on a 1, voire 2 arbitres, je crois, et encore, qui sont présents sur la scène internationale chaque année.
sur 12 arbitres qu'il y a, je crois, qui arbitrent en élite, ça fait quand même extrêmement peu, sachant qu'on a intégré cette année des arbitres qui arrivent tout droit de N1 qui est la 2e division. Donc à un moment donné, il faut bien qu'ils se forment et qu'ils voilà, on peut pas trop leur en vouloir non plus, mais à un moment donné, faut réfléchir à comment intégrer des arbitres de N1 en élite et comment faire évoluer nos arbitres d'élite à l'international. On peut pas faire l'inverse. Ça marche pas. Et à un moment donné, ça, c'est pas de la mauvaise foi, mais 5-0, un engagement qui nous est refusé en début de 2e période derrière, qui entraîne une exclusion, ça fait un but. Derrière une contre-faute et encore une exclusion, ça fait 2 buts. Mine de rien, ça fait, entre parenthèses, pas 2 cadeaux, mais 2 possibilités à 7 de revenir dans le match, alors que un 5-0 en première période, on peut dire qu'on avait plié le match. Donc, comme l'a dit Raphaël, ça vient pas que de là, mais il y a des fois dans le sport, exactement comme ça peut jouer énormément. Mais bon, ça progresse quand même, ça s'améliore. Oui, bien sûr. Sur l'autre, mais ça se voit aussi au niveau international. Je veux dire, le délégué qui vient me voir à la fin de la Ligue des Champions, qui me dit que sur ma double exclusion à la fin, il voit le coup de poing du Hongrois qui aurait dû être exclu, et à ce moment-là, inversion de jeu pour nous, je reste dans l'eau et eux sont en infériorité numérique, ça se transforme à double exclusion. Moi, je sors définitivement du match. Derrière, on prend le but. C'est des erreurs qui arrivent, mais on va dire qu'elles arrivent moins souvent au niveau international dans des compétitions comme la Ligue des Champions qu'au niveau français, malheureusement. Rémi, un avis sur l'arbitrage? Il ne faut pas faire de commentaires sur l'arbitrage. Oui, voilà, je pense qu'il faut essayer de s'adapter aux arbitres. C'est vrai que tous les arbitres ont une manière de siffler qui est différente des uns des autres, donc c'est vrai que c'est difficile, il faut essayer de s'adapter. Après, c'est sûr que il y a beaucoup de matchs, donc du coup beaucoup d'arbitres, c'est proportionnel. Donc du coup, il y a un peu plus d'arbitres qui sont mauvais, ça c'est sûr. Mais il y a quand même quelques arbitres qui tiennent. Il est bon là, hein. Il est bon, Rémi. Non, il s'en est bien sorti. Ouais, il s'en sort pas mal. Hein. Un tantinet plus langue de bois que les copains, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, est-ce que Montpellier va conserver son titre? Ça dépend. Rémi, il faut poser la question à Rémi. J'espère. Moi, c'est ma première saison. Je suis arrivé. Il est venu pour ça, lui. Hein. À l'intersaison. Donc les gars, faut s'y mettre là. Et voilà. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver avec l'équipe. Là, c'est vrai qu'il y avait quelques joueurs qui étaient blessés en début de saison, donc là, on commence à revenir tous ensemble. On avait des petits problèmes sur les premiers matchs, même si l'équipe était complète, on avait du mal à se trouver. Et là, au fur et à mesure des matchs, on commence à mieux jouer ensemble, à se trouver. Et là, on fait vraiment les 2 derniers matchs sont quand même corrects. Et je pense que plus ça va aller, plus l'équipe sera forte. De toute façon, on se destine, vu comment ça se passe, à des playoffs, enfin une finale entre Marseille et Montpellier. Et là, on sait comment ça se passe. Il faudra pas se rater. Avec le bénéfice de la piscine. Ouais. Pas forcément. Si ça reste cette année, ça aussi, ça fait partie du truc. Ça a encore changé. C'est-à-dire que l'année dernière, on était sur une possibilité de 3 matchs. C'est-à-dire match aller chez le moins bien classé, match retour chez le mieux classé, avec un match d'appui chez le mieux classé. Cette année, c'est en 2 matchs. C'est-à-dire que si on peut gagner, on peut perdre d'un but à l'extérieur. Si on gagne de 2 au retour. Donc maintenant, c'est au comptage des points. C'est encore une invention. Encore une invention. Vous aurez l'occasion de leur expliquer parce qu'on n'a pas compris. Vous avez une dernière question, Jean, rapidement, parce que je me fais crier là. Allez-y. Alors, la question coquine, il a un tatouage, tu as un tatouage en hommage à ton frère quand même. C'est ça. Il est où? Il est là. Et vous pouvez le voir? Faut qu'il se mette tenue. Non, alors la question coquine, puisque bien sûr des pressés. C'est grave aussi, hein. Non, c'est bien, il est beau. Ah ouais, mais alors là, la caméra, elle est... Hop, ça y est, bravo. On l'a vu? Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, en amour, est-ce que tu préfères, ou alors vous tous, draguer une poule mouillée avec un grand bassin? Ouais. Ou alors draguer un grand bassin pour passer pour une poule mouillée? Intéressant, mais je vais me faire chambrer si je réponds ce que je pense. Allez, la pause.